Voilà, messieurs, prenez place. Pour l'équilibre du débat, bon, voilà, vous ne nous en voudrez pas. Hein. C'est vrai qu'on est attentif dans les débats aussi à avoir des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans le secteur du réemploi? Dites-moi. Si, moi j'ai une collègue qui ce matin intervient dans une table ronde avec que des femmes. Ok, parfait. L'équilibre est préservé. Ça va, merci. On est rassurés. Alors on va faire rapidement le tour de table et vous demander à chacun de vous présenter. Je vais commencer par celui qui vient du plus loin, hein, qui nous vient de Berlin. C'est Dominique Campanella. Alors en quelques secondes, est-ce que vous pouvez, Dominique, vous présenter et dire aussi pourquoi vous êtes, à un moment donné, vous avez orienté votre carrière vers le réemploi? Auf Deutsch? Ja. Ja. Ja, mein Name ist Dominique Campanella. Ich bin einer der Mitgründer von Restado und Concula. Auch vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein und quasi auch das Thema mit meinen Kollegen et de discuter aussi de façon transfrontalière de cette thématique. Peut-être pour commencer, Restado n'est pas une entreprise nouvelle, mais nous sommes une plateforme, un marché pour la réutilisation, pour le réemploi de matériel et des matériaux qui sont extraits des chantiers. Ça, c'est quelque chose que nous avons lancé en 2012. Nous avons développé cette initiative au cours des dernières années. Nous avons créé un grand marketplace et nous avons constaté que nous atteignons vraiment des entrepreneurs privés et des projets privés. Mais nous avons constaté que le potentiel est beaucoup plus important pour les projets de grande envergure et nous avons examiné la situation et nous avons contacté une centaine de constructeurs et nous avons posé la question à savoir pourquoi ils ne pratiquent pas le réemploi, pourquoi ils ne pratiquent pas la réutilisation et pourquoi ils démolissent autant. Ensuite, nous avons créé un processus avec Concula. C'est un processus soutenu par un logiciel qui nous permet de numériser les matériaux dans les bâtiments de démolition ou aussi dans les bâtiments existants. Ensuite, nous attribuons des passeports pour le matériau. Nous avons une liste, un inventaire des matériaux disponibles et nous pouvons créer un match avec les besoins. Dans ce cas-là, nous travaillons avec des bureaux d'études et avec des architectes. Ensuite, nous nous occupons de toute la chaîne, donc la démolition, etc. Et dans le travail que vous faites, mais on va poursuivre quand même le tour de table, Okay. laisser un petit peu de place aussi à Hugo Topalov. Non, mais vous êtes passionné, c'est normal. Hugo Topalov, voilà, même petit exercice, sans se lancer directement dans l'explication de ce que vous faites, mais en quelques mots. Merci, je vais essayer d'être un peu plus concis, mais c'est un sujet tellement vaste et intéressant que c'est vrai qu'on a tendance à ouvrir la boîte de Pandore. Donc bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Pour des raisons techniques, ne vous mettez pas trop près du micro, ne le tenez pas comme ça, voilà, ce sont des micros qui prennent à distance. Voilà. Donc voilà, Hugo Topalov, moi je suis architecte et ingénieur et je suis actuellement donc membre de la coopérative d'architecture Bellastock qui est implantée à Paris. Donc on est une quinzaine d'architectes, ingénieurs et juristes à travailler depuis une dizaine d'années maintenant sur les questions liées à l'économie circulaire au sens large et plus spécifiquement depuis un moment à la question du réemploi des matériaux de construction. Comment nous on est entré, par quelle porte on est rentré dans ce sujet très brièvement, c'est par l'intermédiaire de l'organisation d'un festival d'architecture qu'on a créé il y a 15 ans à destination des étudiants en architecture et du grand public, qui nous a fait nous poser la question des ressources qu'on utilise pour construire nos villes et nos paysages. Et plus tard, par un projet de recherche expérimentale qui a été soutenu par l'ADEME d'ailleurs, en 2012, et qui nous a permis d'explorer cette thématique et de développer un langage commun pour les acteurs de la construction afin de faire évoluer ces pratiques-là. Il y a tout un cheminement, hein, on l'entend bien. Michael Guillotte, je termine par vous la présentation. Hein. Vous êtes sur vos terres ici, puisque vous êtes le représentant wallon ici autour de la table, et même belge, hein, on peut le dire aussi, parce que vous, votre association, elle travaille aussi plutôt au niveau belge. Même question. Quel a été votre parcours en quelques mots et comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à la réutilisation, au réemploi des matériaux?
Oui, c'est une bonne question un peu biographique. Moi, je suis tombé dans le réemploi à l'époque où je finissais mes études d'architecture, donc vers 2008-2009. Et j'ai fait mon mémoire sur cette question-là, en parallèle d'un engagement que je menais avec l'association Rotor, que j'avais rencontré quelques années auparavant, qui à ce moment-là était encore assez, disons, à plus petite échelle qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est une quinzaine de personnes aussi à travailler au sein de ce qui est devenu entre-temps une ASBL. Et voilà, moi ce qui m'a tout de suite intéressé dans le réemploi, ce qui continue à m'intéresser, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est complètement à contre-courant des pratiques courantes de l'industrie de la construction. Et donc, ça a un effet révélateur sur tout ce qui fonctionne, mais aussi tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui dysfonctionne. Et donc, venir introduire la variable du réemploi dans une équation de projet, ça crée des situations assez intéressantes qui pour moi, sont éclairantes à plein de niveaux. Donc, c'est peut-être cette dimension-là qui m'intéresse le plus et que je peux continuer à poursuivre aujourd'hui. Alors c'est un processus, si je vous entends, je voyais que Dominique Campanella acquiesçait, c'est un processus peut-être un peu révolutionnaire aussi, vous êtes des révolutionnaires tous les trois? Oui, je considère un révolutionnaire. On essaye de changer les méthodes et on doit changer les méthodes et les approches. Juste pour vous dire, 40% des émissions de CO2 sont générées par le bâtiment. L'efficacité énergétique est très importante, mais il y a un point qu'on ne regarde pas ou qu'on regarde peu, c'est l'efficacité des ressources. La moitié de ces émissions en CO2 est générée par la production des matériaux. Et on ne peut pas tout simplement continuer comme on faisait jusqu'à présent, d'extraire des ressources, les employer et ensuite les mettre à la poubelle. Il faut réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec les matériaux qu'on a, aussi les matériaux émanant de la démolition. Et je pense que nous tous voulons changer la donne, mais en fait, non, on n'a pas le choix. On doit changer les circonstances, on doit changer les mentalités. Et cette nouvelle mentalité doit devenir le standard. C'est intéressant le mot révolutionnaire que vous utilisez. Alors c'est vrai qu'on a tendance à associer les pratiques de réemploi aujourd'hui à des mouvements de la contre-culture, par exemple, américaine des années 60. Mais en fait, la réalité, c'est que non seulement ces pratiques-là, elles existent aujourd'hui et elles sont disséminées à travers le monde de manière plutôt informelle et par des dispositifs et des organisations qui peut-être ne sont pas visibles ou peu visibles. Mais par contre, là où je trouve que aussi c'est un sujet super intéressant, c'est qu'il n'a rien de révolutionnaire. Au contraire, c'est une pratique, le réemploi, qui a toujours existé en fait dans les pratiques anciennes. Et ça Rotor l'a très bien documenté. Et en fait, le XXe siècle, il faut considérer que c'est vraiment une parenthèse en fait finalement dans l'histoire. On a hérité d'une industrialisation de l'environnement bâti et des matériaux avec lesquels on construit qui a fait disparaître, ou en tout cas qui a largement affaibli ces pratiques-là au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais il faut garder en mémoire que cette pratique qui est présentée comme innovante, en fait, est quelque chose qui a toujours existé, quoi. Vous le confirmez, Michael Guillotte, c'est quelque chose qu'on a oublié à un moment donné, dans les 30 Glorieuses. On achetait des choses, on les jetait, on refaisait du neuf, c'est un peu... Oui, mais ça existait bien avant. Oui, donc effectivement, comme Hugo le disait, nous on a eu l'occasion d'un peu nous plonger dans pas mal d'archives et dans l'histoire du réemploi, et on voit que déjà chez les Romains, il y avait du réemploi et des législations assez sophistiquées qui encadraient ces pratiques. Si on regarde les traités d'architecture au 15e, 16e, 17e, 18e siècle, on trouve plein de conseils sur comment récupérer les matériaux, comment négocier avec votre entrepreneur. En fait, on n'invente pas grand-chose, et c'est en ça que je trouve la réaction d'Hugo intéressante. Alors pour moi, je pense que le basculement, il est peut-être un peu plus tôt que les 30 Glorieuses, c'est le début du XXe siècle, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se sont combinés. La mécanisation des chantiers, l'invention de la dynamite, ça n'a pas fait du bien au secteur du réemploi. Et l'arrivée des boules de démolisseurs, des moteurs diesel avec les grues articulées, etc., tout ça a en fait remplacé des pratiques qui se faisaient manuellement, qui devenaient aussi difficiles parce que le coût de la main-d'œuvre augmentait, c'est un autre facteur important. Et puis je pense dans les milieux urbains en particulier, il y a une pression foncière qui fait que la valeur d'un bâtiment en fait dépendait davantage de sa localisation dans la ville et du profit qu'on pouvait en tirer par la location ou par la vente du bâtiment que
des matériaux qui le constituent. Et dans ces logiques-là, en fait, et on le voit, on peut le documenter dans certaines villes, la nature des contrats passés avec les démolisseurs change. Là où avant, les démolisseurs payaient le maître d'ouvrage pour venir démonter les matériaux parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir les récupérer et en tirer un profit, soit dans leur propre chantier, soit en les mettant en vente. Tout à coup, les maîtres d'ouvrage se mettent à payer, dans les années 30 par exemple à New York, se mettent à payer des grosses sommes aux démolisseurs pour se débarrasser au plus vite du bâtiment, avec des gros bonus s'ils parviennent à aller encore plus vite que ce qui est prévu dans le cahier des charges, et des grosses pénalités s'ils dépassent le timing. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces facteurs-là, en fait, ils sont toujours présents aujourd'hui. Donc, quelque part, si on veut renouer ou raviver ces pratiques historiques, on va devoir, d'une façon ou d'une autre, poser ces questions-là et les mettre sur la table. Alors, comment faire marche arrière enfin, c'est peut-être pas une marche arrière, d'ailleurs, j'utilise un mauvais... C'est peut-être faire marche avant vers ce réemploi. Qui veut se lancer ? Il y a un petit temps belge. On va laisser Dominique, parce qu'il y a un petit temps de traduction, donc... Ja, also Je pense que tout d'abord, il faut travailler avec tout ce qu'on a, et je dois avouer que la qualité de ces bâtiments n'est pas fabuleuse. C'est ce que vous faites. Et il faut pratiquer l'approche que vous pratiquez, faire de la recherche, faire des études pour savoir comment défaire les matériaux qu'on trouve dans les bâtiments existants. Et ensuite, il faut changer la façon de construire à l'avenir. Il faut utiliser des matériaux de telle façon qu'on peut les réinjecter dans une économie circulaire. Et vous deux, vous êtes des architectes. Moi, je suis informaticien, et je me suis lancée dans ce secteur parce qu'il y a très peu de numérisation dans le bâtiment, mais la numérisation nous apporte de nouvelles chances et des opportunités. Et si nous avons vraiment un inventaire des matériaux, nous pouvons mieux les intégrer dans les processus de construction. Ça nous plonge dans le 21e siècle, vers la numérisation, donc des outils qui peuvent soutenir finalement et améliorer des pratiques qui nécessairement n'ont pas encore fait cette révolution vers le numérique. Oui, alors le numérique, c'est aussi une grande question. Je pense que c'est un allié indéniablement de ces pratiques-là, comme d'autres pratiques innovantes dans la construction ou comme d'autres secteurs. Après, ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de passer à l'action, donc d'aller sur le terrain et de concrètement faire bouger les matériaux et premièrement peut-être de porter pour rejoindre un peu la première question, de porter un autre regard sur ce qui aujourd'hui est considéré comme des déchets et les voir comme des ressources. Donc l'enjeu, il est plus culturel à mon avis. Moi j'aime bien la métaphore des lunettes, il faut vraiment changer de lunettes pour voir les choses différemment. Et le digital, je pense que ça peut être un bon allié pour mettre en visibilité la ressource, qu'on a du mal, c'est vrai, à anticiper. Et les questions d'anticipation et de prévisibilité, elles sont centrales en fait dans les actions de réemploi, puisqu'il faut pouvoir prévoir en fait quand est-ce que la ressource va être disponible pour pouvoir la mettre en œuvre. Après, je pense que voilà, il faut pas uniquement focaliser les efforts et sur les promesses en fait du digital, mais aussi très concrètement en fait mettre en place des lieux réels de stockage, parce qu'on a besoin en fait de stocker temporairement les matériaux, parce qu'entre un chantier de démolition et un chantier de construction, il n'y a pas tout le temps, même assez rarement finalement, une coïncidence temporelle qui fait qu'on peut fonctionner en flux tendu. Ça, c'est un peu une vue de l'esprit. Donc vraiment, on a besoin de ménager des lieux et des espaces et de supporter aussi les entreprises qui s'occupent de toutes ces actions logistiques en fait, de stockage et aussi de transformation tout simplement et de réparation des matériaux de réemploi, quoi. Ça veut dire que c'est un secteur qui a besoin d'être organisé, soutenu, qui existe mais qui n'est pas suffisamment reconnu, suffisamment soutenu? Alors oui, moi je peux peut-être rebondir là-dessus parce que c'est effectivement un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Rotor. Donc nous, depuis 2011, on s'est lancé dans la documentation des entreprises actives dans la récupération et la revente de matériaux de construction. Rien qu'en Belgique, il y en a une bonne centaine. Alors effectivement, on voit que ce sont des gammes de matériaux qui sont assez spécifiques. Évidemment, il y a beaucoup d'antiquités architecturales, ça continue
à bien fonctionner. Il y a aussi des matériaux plus classiques et des matériaux plus contemporains qui commencent de plus en plus à être repris en charge par certaines de ces entreprises. Là, dans le cadre d'un projet européen qu'on mène d'ailleurs en collaboration avec Bellastock et d'autres partenaires, on a pu étendre cet effort de documentation à la France, aux Pays-Bas. Donc on a pu identifier pour le nord-ouest de l'Europe plus de 1500 entreprises actives là-dedans. Alors c'est étonnant parce que ce sont des entreprises qui parfois existent depuis plusieurs générations, qui sont 100% la définition de l'économie circulaire. Ce sont des entreprises qui créent de la prospérité, qui créent de la valeur à partir de biens existants dont ils assurent quelque part la prolongation de la durée de vie. Donc il n'y a pas de production de nouveaux matériaux. C'est des entreprises qui souvent ont un ancrage assez local et c'est des entreprises qui quelque part couvrent une espèce de réseau alors qui est relativement dense, pas encore aussi dense qu'on pourrait l'espérer, mais disons qui est pas mal territorialisé. Et pourtant, ces entreprises sont peu mises en avant dans les débats sur les transitions vers la circularité. Elles sont rarement invitées aux tables rondes, elles sont rarement invitées dans les événements. Et donc nous, on a essayé de leur donner de la visibilité via un annuaire en ligne qui s'appelle Opalis, opalis.eu, qui est vraiment une sorte de porte d'entrée, de portail. Ce n'est pas une marketplace, contrairement au projet de Dominique, c'est vraiment juste un sorte de guide Michelin des revendeurs de matériaux de construction, mais qui a pour objectif de permettre aux gens de faire le premier pas vers ces prestataires-là, qui peuvent être dans beaucoup de cas des alliés de choix pour, disons, concrétiser des ambitions de réemploi. Voilà, on lance le matériau chez Dominique, hein, on lui passe la brique. Alors, Marketplace, ou ici, plutôt une association qui donne une information, qui n'organise pas le marché. Quel est le modèle que vous développez? Oui, Opalis, c'est un super projet et nous l'utilisons donc lorsque nous avons un projet à la frontière avec la Belgique. Donc on fait appel à cette base de données, on utilise cette base de données pour voir quels sont les acteurs auxquels on peut faire appel. Donc nous trouvons ça vraiment super. Et il y a quelque chose de similaire qui existe en Allemagne. Donc il y a aussi une base de données, mais qui n'a pas atteint le même degré qu'en France et en Belgique. Ce que nous faisons, donc nous numérisons donc, les matériaux dans les bâtiments. Et comme Hugo l'a dit, la numérisation en soi ne suffit pas, il faut aller plus loin. Mais lorsqu'on connaît déjà les matériaux présents dans un bâtiment et on sait qu'il y a encore 1 ou 2 ans avant la dépose, on peut s'organiser. Donc on peut trouver un projet à côté peut-être où on peut réutiliser ces matériaux. Et on peut également organiser la logistique qui est nécessaire. Nous sommes parfois capables de le faire just in time, donc sans entreposage nécessaire. Donc, et ça, c'est un avantage de coût parce que cela nous permet d'éviter des coûts de stockage et d'entreposage. Et oui, c'est un avantage. Et nous faisons également un bilan en CO2, donc pour savoir combien de CO2 on a pu économiser. C'est aussi l'autre côté de la numérisation, donc de pouvoir montrer quelle est la valeur finale d'un matériau à la fin de sa vie et la valeur donc du bâtiment. Donc on peut dire voilà un matériau et ce matériau a encore cette valeur sur le marché secondaire. Et un maître d'ouvrage peut dire d'accord, ce n'est pas un déchet, mais c'est un matériau qui a encore de la valeur et il y a une autre perspective qui est possible. Et c'est ce que nous faisons en Allemagne. Constat aussi, est-ce que vous partagez le constat qui a été fait par rapport à un secteur qui n'est pas encore bien structuré, qui n'est pas bien connu non plus? Est-ce qu'en Allemagne, c'est le cas aussi? Oui, l'Allemagne a le plus grand secteur du bâtiment en Europe et en définitive, la circularité n'est pas très visible actuellement et ceci pour différentes raisons. Alors tout d'abord parce que les matériaux actuellement sont fortement subventionnés et donc il y a un lobby des acteurs du bâtiment et qui considèrent cela, donc la circularité, comme un danger, une menace. Ils ne voient pas que cela peut être une opportunité. Donc la visibilité est vraiment un grand sujet. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose de positif, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité
donc de contrer les effets du changement climatique. Donc, il faut vraiment réutiliser et réemployer les matériaux. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, je pense que les choses vont changer. Et je pense qu'il y a aussi un changement de mentalité qui est nécessaire. Avec vous trois en disant, mais il y a le recyclage qui a été mis en place, hein, qui est bien soutenu aussi chez nous par les pouvoirs publics. Alors, voilà, est-ce qu'il y a une opposition à faire entre la réutilisation, le réemploi et le recyclage? Ça vous fait sourire? Oui, tous les trois d'ailleurs. C'est un peu la question classique. Tarte à la crème, voulez-vous dire? Non, mais elle est légitime et elle est le fruit aussi de, je pense, une confusion qui a eu lieu à un moment. Et quand nous, on a commencé avec Rotor à travailler sur ces questions de réemploi, on devait systématiquement commencer par faire cette distinction, parce qu'il y avait une sorte d'agrégation entre le recyclage et le réemploi. Or, juridiquement, ce sont deux filières complètement distinctes. Au niveau des pratiques, ce sont des logiques tout à fait différentes. Le recyclage suppose une sorte d'industrialisation, ce qui en fait aussi une qualité en matière de capacité à traiter de très très grosses quantités de matière, ce que le réemploi a beaucoup moins. On est beaucoup plus au cas par cas et on doit négocier des lots, disons, plus modestes. Mais le recyclage, fondamentalement, implique une transformation physico-chimique du matériau. Donc, par exemple, on va broyer une ossature en béton pour en faire du granulat qui va pouvoir servir à des applications de remplissage. On va broyer du bois, par exemple des vieilles poutres en chêne ou des portes. Évidemment, pour nous, c'est un pince-cœur quand on voit une porte réutilisable qui se retrouve jetée dans un conteneur tout venant ou un conteneur bois. On sait qu'elle va finir soit à l'incinérateur, soit au broyeur. Et OK, le recyclage va permettre de faire peut-être un panneau d'aggloméré avec ça, mais en fait, le panneau d'aggloméré lui-même, à la fin de son cycle de vie, il va finir à l'incinérateur parce qu'il aura été mélangé avec des cols, alors que le réemploi, quelque part, alors sans tomber dans l'idéalisation ou l'utopie d'une espèce de cycle infini qui serait exempt d'entropie et on pourrait réutiliser à l'infini les matériaux, évidemment, il y a toujours une légère dégradation, mais néanmoins, on voit des exemples de réemploi, par exemple, d'éléments en bois depuis des siècles. Ou des bâtiments historiques qui sont conservés en l'état depuis des siècles. Donc il y a quand même un potentiel de garder la valeur et le carbone embarqué dans le cas du bois pour des durées qui sont significatives et qui du coup deviennent des leviers vraiment intéressants pour affronter les défis climatiques que Dominique souligne à très juste titre. Voilà, une réaction là-dessus, sur cette opposition Oui, non, peut-être pour prolonger ce que décrit Michael. Donc c'est deux pratiques en fait, de l'économie circulaire qui doivent être vues de manière complémentaire. En tout cas, nous, on pense, plutôt qu'antagonique. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la réalité des choses, c'est qu'évidemment, tous les matériaux constitutifs des bâtiments ne sont pas, dans l'état actuel, réemployables. Donc, il faut enclencher d'autres leviers, comme le recyclage, par exemple. Et j'irais même plus loin dans ce type d'attitude et de stratégie qu'on peut avoir face à la gestion de nos ressources. En fait, c'était le sujet de ce matin, c'est la conservation, la rénovation des bâtiments existants. Donc il faut garder en tête voilà, que l'attitude la plus sobre, et c'est des valeurs qui sont défendues en fait, par les approches de réemploi, de recyclage et de préservation, on va dire, de notre environnement bâti, c'est bien de conserver le patrimoine en place, de l'entretenir, de le rénover, de le réparer, avant en fait, de rentrer dans des logiques de réemploi, de réutilisation ou de recyclage qui vont induire en fait, des flux de matériaux qu'on va avoir à gérer. Et donc voilà... vous avez cette pyramide qui est assez connue, qui nous vient de la réglementation européenne de 2008, qui hiérarchise, si vous voulez, les modes de traitement en fait, des matériaux et des déchets, et qui met tout en haut, bien sûr, la question de la rénovation qui doit être centrale, je pense, dans notre approche de cette question. Quoi. Vous partagez l'analyse, la rénovation, c'est la base. Genau. Oui, c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Alors, donc, l'hiérarchie, la pyramide des déchets donc de 2008, donc, qui fixe une priorité entre réutilisation et valorisation. Donc, tout a déjà été construit et nous n'avons pas besoin de faire du neuf. Donc, avec ce que nous avons en Europe, donc, il n'y a plus de croissance. Nous n'avons pas besoin d'autres bâtiments, de nouveaux bâtiments. Donc, le bâti existant peut être rénové. Et lorsqu'il y a une dépose, une déconstruction, on peut utiliser les matériaux sur place. Et seulement après, il faut opter pour le recyclage.
Et au niveau du recyclage, il y a différentes façons de valoriser. Donc avec une perte de valeur ou en conservant la valeur. Donc on peut par exemple recycler des matériaux pour en faire, pour les utiliser dans la construction des routes. Là, il y a des choses à faire. Donc nous avons cette pyramide en tête et pour l'instant, on est vraiment en bas de la pyramide. Il faut qu'on aille plus haut. Donc, en utilisant de nouvelles méthodes. Et les conditions cadres sont vraiment le sujet le plus important. Donc, au niveau européen et au niveau national, il y a beaucoup de dispositions qui font que cette pyramide des déchets n'est pas vraiment utilisée, n'est pas vraiment respectée. Tous les trois, vous êtes des adeptes un peu de la décroissance, ou en tout cas, j'entends votre discours, c'est en tout cas pas de croissance, stabiliser les choses. En tout cas, pour ma part, il y a un auteur qu'on considère parfois être un peu le père fondateur de cette idée d'économie circulaire. C'est un architecte suisse qui s'appelle Walter Stael, qui travaille en fait sur ces questions-là depuis les années 70. Et quelque part, le modèle que lui préconise, ou la vision économique qu'il a derrière cette idée d'économie circulaire, c'est une économie où on continue à créer de la prospérité, mais non plus via la vente de biens issus de la manufacture de matières naturelles, de matières premières, mais plutôt via des activités de conservation de l'existant. Et il fait un peu le même constat que Dominique vient de faire, de dire en fait dans les sociétés industrialisées, on a énormément de ce dont on a besoin qui est déjà là, et on doit maintenant apprendre à nous occuper, à prendre soin et à gérer ces stocks de biens existants. Et je pense que dans le cas des matériaux de construction, évidemment dans l'alimentaire on pourrait dire que le modèle n'est pas très pertinent, mais dans le cas des matériaux de construction, je pense que c'est un modèle qui est très intéressant et qui peut permettre des transitions aussi du secteur de la construction, en fait rénover, entretenir des matériaux, démonter soigneusement, nettoyer des briques pour pouvoir les réutiliser. Ça va demander du travail, ça va demander de l'expertise, ça va demander des connaissances, et je pense que tout ça ce sont des choses qui sont importantes dans une vision économique des choses. Oui, Hugo. Ouais, pour revenir sur ce mot de décroissance et de croissance, bien sûr, vous avez aussi donc d'autres, des chercheurs qui nous aident à penser cette question de l'économie circulaire. Je pense à Dominique Bourg notamment, qui fait un constat assez simple en fait, c'est que vous avez beau être 100% circulaire dans une économie qui est en perpétuelle croissance, et j'en reviens au mot que vous avez utilisé, ça ne changera pas le fait que vous extrayez des ressources vierges et naturelles qui sont non renouvelables, ça ne changera pas le fait que vous continuez à produire des déchets qui sont de plus en plus en plus grande quantité, ça ne changera pas le fait que vous émettez le carbone dans toutes les étapes en fait, de fabrication et d'utilisation des matériaux. Donc je pense qu'on a vraiment une question à se poser sur dans quoi est-ce que cette économie circulaire, on l'inscrit en termes de modèle. Et du coup, voilà, des gens comme Dominique Bourg nous invitent à penser des économies qui sont perma-circulaires et qui du coup associent des questions de circularité à des questions de croissance, quoi. Permacirculaire, vous pouvez préciser? Une économie permacirculaire, c'est une économie donc authentiquement circulaire qui est en régime stationnaire finalement, alors c'est très prospectif tout ça, hein. On est sur quelque chose qui relève du théorique, mais c'est une économie, voilà, pour le dire très simplement, qui est stationnaire et qui donc est réellement circulaire puisqu'elle ne mobilise pas de ressources supplémentaires qui seraient exigées par une économie en croissance. Si tant est que la croissance est associée à une transformation de l'environnement, mais ça, c'est une autre question. Oui, Dominique. Alors, je pense que l'économie circulaire a donc deux composantes. Donc, il y a l'économie et l'idée de circularité. Donc, il y a les deux aspects. Et il faut vraiment réfléchir à l'importance qu'on veut donner aux deux. Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait clair. Quand on parle d'économie circulaire, il faut repenser toute l'économie. Alors, il faut se demander que faire de la croissance. Est-ce que la croissance est vraiment nécessaire à tout prix dans les entreprises? Et je pense que c'est une opportunité pour les grandes entreprises également, et pour les fabricants, pour les bureaux d'études, pour les architectes, c'est aussi une opportunité économique. La Commission européenne le dit également.
50% des économies de CO2 doivent être fournies grâce à l'économie circulaire. Et là, il faut vraiment une nouvelle approche en matière d'économie. Alors, est-ce que cela veut dire... Alors, on peut devenir vraiment philosophique. Qu'est-ce que la croissance? Jusqu'où va-t-on? Mais voilà, c'est un vaste champ. Les pieds dans le ciment, je dirais. Allez, je me tourne aussi vers les internautes qui nous suivent parce que vous avez la possibilité d'interpeller directement nos interlocuteurs. Donc, je relayerai un petit peu les chats. Alors, tout à l'heure, dans la présentation de M. Augustin, on avait l'occasion aussi d'aborder, disait-il, le sujet qui fâche, celui du coût. À un moment donné, c'est un sujet aussi central, me semble-t-il. Alors, finalement, le réemploi est-il plus coûteux à certains moments que l'utilisation de matériaux neufs? Peut-être si je peux ouvrir le bal sur cette question-là. Je pense que dans l'état actuel des choses, il y a toute une série de matériaux dont le réemploi est rentable. Et donc, c'est des matériaux qui, quelque part, malgré le travail qu'ils impliquent pour leur préparation, sont économiquement viables dans une économie de marché telle qu'on la connaît aujourd'hui. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour étendre ce seuil? Parce qu'en fait, il y a plein de matériaux pour lesquels ce n'est pas le cas. Et souvent, bien souvent, parce qu'en fait, les matériaux neufs, produits industriellement dans des contextes extra-européens où il y a peu de prise en compte des impacts sociaux, des impacts environnementaux, en fait, sont des espèces de seuils indépassables par le réemploi, qui est fondamentalement une économie qui nécessite du travail manuel. Et on sait qu'en Europe, le travail manuel, en fait, coûte comparativement plus cher que l'import de matières premières bon marché. Et donc, je pense que là, il y a des questions quasiment au niveau fiscal, en fait, qui doivent se poser sur... où il y a sans doute des leviers qui peuvent être activés pour encourager, disons, cette transition et étendre progressivement le champ des matériaux dont le réemploi est profitable, est rentable. Oui. Ouais, après, on peut aussi constater qu'il y a un constat, il y a un climat, pour utiliser le mot, qui présente quand même une dynamique intéressante, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des ressources qui sont de plus en plus rares et de moins en moins nombreuses, et donc qui coûtent de plus en plus cher à aller chercher, et donc des produits neufs, pour le dire simplement, qui eux aussi valent de plus en plus cher. Et de l'autre côté, vous avez des déchets dont on ne sait plus quoi faire et qui eux aussi coûtent de plus en plus cher à aller mettre en décharge, acheminer, transporter, avec des problématiques d'étalement urbain, d'imperméabilisation des sols et de fabrication de toutes les infrastructures en fait, qui nous permettent de gérer ces déchets. Donc voilà, il y a un climat qui amène aussi à rendre certains matériaux de réemploi parfois plus compétitifs que d'autres. Et je pense que les 1500 entreprises qui sont recensées et référencées sur la plateforme Opalis montrent en fait que voilà, naturellement, il y a des matériaux qui ont été sélectionnés par le marché tout simplement. Mais comme le dit Michael, voilà, il y a encore tout un prisme de matériaux qu'il faut faire rentrer dans cette viabilité économique. Et la réflexion voilà, est pas univoque. Il n'y a pas une formule qui marche mieux qu'une autre. Il faut raisonner matériau par matériau. Il faut raisonner en fonction du contexte des opérations. Il faut raisonner en termes d'économie d'échelle qu'on peut faire aussi quand on manipule des quantités qui permettent en fait d'activer certaines chaînes qu'on n'aurait pas pu activer avec des gisements plus petits. Enfin, voilà, c'est vraiment très dépendant du contexte finalement, la manière dont une opération va être économiquement intéressante. Et peut-être dernièrement, pour finir, je pense, à notre avis en tout cas, pour Bellastock, je parle au nom de Bellastock, cette question économique, quand on approche un projet, elle devrait être discutée de la façon suivante. Faire un projet de réemploi, à notre sens, c'est viser un équilibre économique par rapport à une solution classique, business as usual, et pas forcément essayer de faire des économies et produire quelque chose de rentable, si on veut dynamiser les filières, etc. Et par contre, à niveau économique semblable, on aura généré des externalités positives sur le plan environnemental et sur le plan social. Et ces externalités, elles peuvent être valorisées dans le cadre de labels et de plein de dispositifs qui permettent de le faire, quoi. Donc en première approche, et dans l'état actuel des choses, c'est plus ça qu'on recommanderait. Voilà, Dominique, une petite réaction là-dessus. Puis après, avec votre accord, on va passer aux questions qui m'arrivent là pour le moment. Ja, gerne. Oui,
Tout à fait. Il y a des matériaux qui sont déjà capables d'être traités économiquement en réemploi. Je ne veux pas y rester. Et suite à la digitalisation et aussi suite à la pénurie des ressources, nous avons peut-être un petit changement. Mais il faut également tenir compte de l'impact écologique des matériaux. Le béton coûte pas cher, mais si on tient compte de l'impact écologique, il faudrait qu'il coûte beaucoup plus cher. Et ça, ce sont quelques aspects dont on essaye de tenir compte au niveau de l'Union européenne avec les certificats de CO2, de la tarification de CO2. Il y a la border tax de CO2. En ce qui concerne la main-d'œuvre, il y a aussi un projet intéressant qui s'appelle X-Tax, qui a été lancé par le bureau d'architectes Superuse Studios des Pays-Bas. Eux disent qu'il faut augmenter la taxation du matériau et réduire la taxation de la main-d'œuvre pour ensuite atteindre un nouvel équilibre. Pour le dire, on peut déjà le faire, il y a du potentiel et on a déjà établi le chemin à suivre. C'est un peu comme pour les voyages en avion. Il faudrait aussi les taxer aussi pour qu'on prenne d'autres moyens de transport. Alors, nous avons 193 participants en ligne qui sont avec nous et qui nous envoient aussi une série de questions et qui sont intéressés par nos échanges. Alors, une question pour vous, Dominique. Quelles sont les bases de données que vous utilisez le plus en France ? Oh, das ist also wirklich eine Frage, die voll ins Schwarze trifft, habe ich so den Eindruck. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, quelles sont les bases de données pour les produits en France? Nein, das... Ce n'est pas à vous que la question française s'adresse, bien sûr, c'est à Hugo. Voilà. Ouais, question piège. Désolé, Dominique. Moi, ce que je peux vous dire sur les bases de données qui existent actuellement en France, c'est assez simple. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'a déjà pas assez de temps et de moyens pour développer des bases de données pour des matériaux neufs. C'est principalement le CSTB qui s'occupe de centraliser et de créer ces données-là en lien avec tous les industriels. Donc, vous imaginez le travail que ça représente. Le moment où on en viendra déjà à créer des bases de données pour les matériaux recyclés, c'est pas demain la veille. Alors pour les matériaux de réemploi, vous imaginez comment le chemin va être long. La question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a nécessairement besoin de mettre en place des dispositifs d'évaluation en fait, de ces procédés et est-ce qu'il ne faut pas plutôt en fait, se dire, en première approche, on sait que voilà, environnementalement parlant, ça va être bénéficiant. Socialement parlant, ça va être bénéficiant. Donc, encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas plus passer à l'action et se dire, voilà, on fait aujourd'hui, et l'évaluation, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps et qu'on aura tout le temps de mettre en place dans un second temps. Et peut-être une dernière chose sur cette histoire de base de données. Nous, on a l'occasion de créer finalement peut-être les premières sources de documentation des matériaux de réemploi d'un point de vue technique et d'un point de vue de disponibilité de marché, etc., dans le cadre du projet européen Interreg que Michael citait tout à l'heure. Et ça, c'est des informations qui sont en gros un concentré de l'état actuel des connaissances sur une quarantaine de matériaux de réemploi et auxquels vous pouvez avoir accès en open source sur le site du projet. Donc je pense que c'est un bon début et il va falloir étendre ce champ de connaissances et surtout le partager. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début de la table ronde, mais il y a un gros enjeu en fait, de mutualisation et de partage des retours d'expérience de tout ce qu'on fait nous dans notre coin. Ça vaut à l'échelle nationale, mais ça vaut aussi à l'échelle de coopération européenne comme celle-ci. Parce que voilà, pour avancer, on a besoin d'apprendre de nos réussites et de nos erreurs. Et ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une forme de solidarité, en fait, qui est en train de se créer entre les différents acteurs qui, aujourd'hui, sont à l'initiative. Voilà, alors j'ai une question, mais vous venez d'y répondre. Comment sont traitées les questions de contrôle de ces matériaux de réemploi? Alors, si je vous entends bien, vous dites qu'il faut d'autres critères que des critères purement techniques. Il faut intégrer d'autres réflexions pour l'agrément de ces matériaux.
Oui, donc en tout cas, c'est ce qui semble émerger des discussions qui sont en cours pour le moment avec des organismes comme le CSTC en Belgique et le CSTB en France. En fait, ce qui se passe avec les éléments de réemploi, c'est que le gros avantage, c'est qu'on n'est pas dans des modèles prévisionnels puisqu'on voit d'où ils viennent dans la plupart des cas. Et donc, voilà, un pavé qui a tenu pendant 100 ans dans une rue, on peut soupçonner qu'il est résistant au cycle de gel-dégel. Et donc, on n'a peut-être plus nécessairement besoin de le mettre au banc d'essai pour le tester là-dessus. Par contre, on peut se dire qu'il a été un peu usé et donc c'est peut-être cette propriété-là qu'il faut vérifier. Donc je pense que le message général, c'est de dire évidemment, on ne doit pas baisser les exigences de qualité parce qu'on fait du réemploi. Par contre, les moyens de démonstration de l'aptitude à l'usage doivent être plus variés, doivent être plus appropriés, doivent sans doute être pensés à travers les spécificités du réemploi, c'est-à-dire des lots un peu uniques, des lots plus petits, et on ne peut pas utiliser probablement les normes industrielles qui sont très efficaces pour de la production en masse, qui le sont un petit peu moins pour des lots plus hétérogènes, je dirais. Et on voit je pense que c'est des sujets qui avancent, sur lesquels il y a des développements en cours qui sont très encourageants. Je voudrais introduire là-dedans aussi la question on en a touché un mot tout à l'heure, mais la question des compétences et des savoir-faire. Dans pas mal de projets auxquels on a pu assister, dès le moment où on a des entrepreneurs, des architectes, des ouvriers qui connaissent leur métier, qui ont une connaissance, je dirais, empirique de leur travail, dans la plupart de ces cas-là, le réemploi ne pose en fait quasiment pas de questions. Et c'est dans des cas où on est avec des échelles de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, où on ne sait pas très bien qui va mettre le matériau en œuvre, qu'on essaye en amont de se blinder, de se préserver avec des spécifications bétonnées dans le ciment, mais qui laissent alors peu de place aux spécificités du réemploi. Et je pense que retravailler sur la valorisation des compétences, c'est pour répondre à la question que vous lanciez tout à l'heure, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller en avant? Je pense que c'est vraiment un ingrédient essentiel. Voilà, donc pour le réemploi des pavés chinois qui ont parfois défrayé la chronique chez nous, vous êtes pour qu'on les renvoie vers la Chine peut-être. Enfin, il faut savoir qu'en Belgique, on exporte notre stock de pavés en porphyre issus de la carrière de Conest vers la Russie et vers les États-Unis, qui adorent ces pavés-là, qui les trouvent incroyables et à juste titre. Et par contre, on a remplacé, le flux principal de pavés, il vient d'Inde. Et notamment de carrières dont on a pu démontrer, il y a eu des enquêtes dans la presse flamande qui ont montré que c'était des carrières qui impliquaient du travail d'enfant. Donc en fait, c'est des pavés qui n'auraient même pas leur place sur le marché européen parce qu'ils ne répondent pas aux critères éthiques Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces pavés-là dans 20 ans quand ils vont se remettre en route? Ça, c'est des questions qu'on va laisser ouvertes pour le secteur du réemploi dans 15-20 ans. Donc, avoir cette réflexion sur les critères éthiques et techniques, c'est quelque chose aussi d'important. Ja, auf jeden Fall. Also oui, c'est un aspect important. Il s'agit aussi de mettre en place des systèmes circulaires locaux. Et voilà, ça se voit aussi dans la filière bois. Donc, on a actuellement une pénurie de bois. Donc, les bois européens sont transportés aux États-Unis. Et avant, il y a encore un traitement, ils subissent encore un traitement. Donc, ce sont des bois qui sont vraiment très pollués, qui ne peuvent pas être réutilisés. Donc, nous n'utilisons pas notre propre bois, mais nous importons donc notre bois de Chine. Donc, est-ce que c'est censé... Donc, les deux points qui ont été abordés là, tout d'abord, créer les conditions cadres légales. Donc, il faut que ce soit comparable pour tout type de matériaux, mais il faut donc mettre en place un cadre légal et il faut l'adapter parce qu'il s'adresse juste pour les nouveaux matériaux. Donc, parfois, c'est compliqué au niveau juridique où il faut être créatif donc pour penser à tous les aspects juridiques. Et donc, c'est à la politique et des instituts qui établissent les normes doivent également être intégrés dans ce processus. Donc, il y a les compétences et il faut favoriser cette émergence. Donc, il faut intégrer ces aspects déjà dans les études, pour les futurs architectes, mais aussi la formation des artisans. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Une question peut-être un peu plus terre à terre, mais je la relaye bien volontiers. Comment trouver les filières de réemploi autour de chez nous facilement? Bon, il y a les bases de données, vous avez déjà partiellement répondu. Et comment les entreprises peuvent finalement trouver ces filières? En ce qui me
concerne, je vais mettre en avant opalis.eu pour la France, merci. la Chacun Belgique fait et sa pub. les Pays-Bas. Et puis, pour notre partenaire anglais dans le projet européen, s'appelle Salvo. Et eux, ils ont un directory aussi, donc un annuaire de revendeurs qu'ils animent depuis en fait les années 90, qui s'appelle salvoweb.com. Et qui regroupe là dans le cadre du projet Interreg FCRBE toutes les entreprises qu'ils ont documentées en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande. Donc voilà, 2 ressources qui sont bien établies et bien utiles, pas pour trouver directement des lots de matériaux, mais pour trouver des fournisseurs potentiels. Et c'est déjà une bonne étape. Alors, est-ce que ça doit être organisé au niveau européen? Est-ce qu'il y a des échanges possibles? Ou bien, je vous entends, vous parlez plutôt d'un circuit court où on trouve les matériaux à 2 pas de chez soi? Ouais, vas-y, je me lance. Là, vous posez une question, c'est vrai, qui revient assez souvent, c'est la question du transport, en fait, des matériaux de réemploi. On a intuitivement l'habitude d'associer ces pratiques à des logiques de circuit court, où les matériaux vont peu voyager. Mais en fait, il faut se poser la question de comparer ce qui est comparable. Si on compare les matériaux de réemploi équitablement avec leur équivalent en neuf, il faut voir, quoi, comme le disait Michael, les matériaux ils viennent souvent du monde entier, de très loin en tout cas, surtout en Europe. Donc voilà, si on voulait vraiment avoir une comparaison juste de ça, il faudrait comparer les distances parcourues par ces matériaux. Et on voit qu'on peut finalement s'autoriser en fait de faire parcourir un peu plus de distance aux matériaux de réemploi qu'on a tendance à le penser. Alors il y a des chercheurs d'une université américaine qui se sont amusés à calculer en fait à partir de quelle distance, si vous voulez, un matériau de réemploi perd tous ses atouts environnementaux. Voilà, une poutrelle en acier pourra voyager beaucoup plus loin, par exemple, qu'une poutrelle en bois, parce que sa production a nécessité beaucoup d'énergie, etc. Et en ce qui concerne la production, voilà ce dont on s'est rendu compte aussi, et ça c'est très documenté, c'est que finalement l'empreinte carbone et l'empreinte énergétique embarquée dans les matériaux, elle provient principalement de la phase de production et beaucoup moins de la phase de transport. Et donc aussi à ce titre-là, voilà, on peut jouer un petit peu plus avec les distances de circulation de ces matériaux-là. Voilà, vous souhaitez compléter? Ja, also für Deutschland. Alors, il y a Concula et restado.de, donc on peut également utiliser pour chercher des matériaux. Et en ce qui concerne le transport, avec la RVT à Aix-la-Chapelle, nous avons mis en place un projet de recherche pour établir un bilan carbone pour les matériaux de construction. Et il est important de veiller à une bonne comparabilité. Alors, lorsqu'il s'agit de matériaux neufs, il y a des EPD, donc la fiche produit, la déclaration, qui doit donc définir aussi le bilan carbone. Et on peut le comparer avec le transport et le traitement lorsque le matériau est réutilisé. Et ensuite, on peut donc comparer pour voir quelle distance de transport je peux parcourir pour que cela reste intéressant d'un point de vue écologique. Donc, il y a des matériaux où on peut parcourir plus de 100 km pour le transport. Et ce matériau a toujours un bilan carbone meilleur par rapport à un nouveau matériau. Mais cela ne s'applique pas forcément au béton. Là, on applique plutôt une distance d'une cinquantaine de kilomètres. Mais il y a d'autres matériaux où on peut parcourir des distances allant jusqu'à 500-600 km. Et on peut donc économiser le matériau. Semble-t-il de détail, mais vous avez cité une université américaine tout à l'heure en expliquant l'étude qui avait été réalisée. On me demande de quelle université s'agit-il? Alors c'est BRE, B-R-E. Ah, mais c'est des Anglais, ça alors. J'ai dit américaine? Ouais. Non, ils sont c'est londonien, je crois, c'est ça? C'est un institut de recherche anglais, ouais. Ok. Et l'étude, c'est une espèce d'équivalent de centre de recherche. Mais l'étude là dont tu fais référence, à laquelle tu fais référence, date de 2000, si je ne me trompe pas, et c'est Jane Anderson qui est co-auteur. Mais alors, si je ne me trompe pas, l'ETH à Zurich a publié récemment un rapport un peu plus récent, genre en 2020, peut-être même 2021, dans lequel ils ont refait un tableau, alors adapté à la Suisse, mais dans les grands ordres de grandeur. Les données sont exportables évidemment pour la Belgique, la France, l'Allemagne. Voilà, j'invite l'internaute qui nous envoie cette question peut-être à nous la faire parvenir aussi par mail. Volontiers. Et vous pourrez lui transmettre évidemment
tous les détails sur cette étude donc anglaise, hein, si j'ai bien suivi, pas américaine, hein, anglaise. Voilà. Alors, une question importante aussi, comment finalement dans cette filière passer du cas par cas à une filière, je dirais, professionnelle. Mais vous êtes des professionnels, hein, ceci dit, mais comment professionnaliser peut-être encore plus cette filière, Dominique ou... Alors, donc il faut créer des chaînes. Donc il faut commencer au niveau du matériau. Donc pour chaque matériau, il faut créer un marché. Donc pour les briques, c'est un bon exemple en Allemagne. Il y a beaucoup de bâtiments donc, qui sont faits à partir de briques. Il y a aussi donc, des négociants en briques donc, qui déposent les briques, les retraitent et les revendent. Mais il y a un grand nombre d'acteurs sur ce marché. Il faut leur donner la possibilité de favoriser, d'encourager la demande. Et c'est ce que fait Konkula. Donc, lorsqu'on construit un bâtiment et si on souhaite construire avec des briques, on s'adresse à nous et en fait, on fait le lien avec le revendeur ou avec le fabricant donc, qui se trouve le plus proche et qui peut donc fournir des briques réemployées. Il faut le faire pour chaque type de matériaux. Et il est important de coopérer également avec les fabricants et d'établir des systèmes de reprise. Donc, il faut obliger les fabricants à le faire, mais il faut également leur donner les moyens donc, de retraiter et de remettre à disposition les matériaux. Nous le faisons avec certains fabricants en Allemagne, avec le fabricant Lindner, avec des cloisons. Donc, lorsqu'il y a une dépose à l'intérieur, donc ils reprennent les cloisons d'intérieur. Donc, on les identifie, ils les reprennent, ils les retraitent, ils les revendent comme un produit classique. Donc, c'est un produit qui a une valeur neuve. Et c'est aussi la clé du succès pour moi. Donc, il faut travailler en coopération avec les fabricants, donc pour avoir des effets d'échelle. Ma chaise en entendant la question parce que en fait c'est celle que je me pose depuis ce matin et pour moi c'est une vraie question. Enfin, j'ai pas de réponse directe. Je pense que le réemploi, un peu par essence, implique un travail très situé, très local, enfin terriblement au cas par cas. Et ce qu'on entend, et le titre de la journée aujourd'hui, la massification, en fait, c'est une image qui est fondamentalement industrielle. On développe un procédé qui va pouvoir permettre des volumes de production parfaitement standards, parfaitement stables, parfaitement maîtrisés, parfaitement prévisibles, etc. Et pour moi, la question est évidemment, le réemploi doit monter en échelle. Évidemment, les pratiques de réemploi doivent se propager, doivent rentrer, se systématiser, etc. Mais comment y arriver exactement ? J'ai vraiment pas une solution miracle à ça. Je me demande si même dans les termes, on ne doit pas avoir une réflexion sur ce que suggèrent les termes. Personnellement, je ne suis pas super à l'aise avec cette idée de massification parce que je pense qu'elle est peu compatible avec ce qu'est le réemploi en essence. Je préférerais un terme comme prolifération, par exemple, me dire en fait des entreprises comme celles qu'on a pu documenter sur Opalis. Il y en a partout, il y en a dans toutes les régions, il y en a, et elles se spécialisent sur tel type de matériaux, tel type d'opérations, de préparation, etc. Et on en voit plein, et on voit l'Europe se couvrir de ces entreprises-là. Ce serait une manière de monter en puissance, mais sans passer par cette idée de centralisation ou peut-être de standardisation que suppose le terme massification. Voilà, mais je laisse la question ouverte. Oui, ce terme, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un terme qui figure dans le colloque. Il y a un certain nombre d'intervenants qui sont d'ailleurs intervenus sous ce terme. Peut-être qu'ils souhaitent réagir s'ils sont encore dans la salle par rapport à ce terme qui a été choisi. Je trouve que la question peut être intéressante. Je ne sais pas si... Oui ? Voilà, M. Mersonnier, qui représente le ministre Philippe Henry. Je pense qu'il y a tout à fait possibilité de jouer le réemploi dans des politiques de massification. On voit par exemple les opérations de rénovation de logements publics, de services publics. Donc c'est des centaines de logements qui ont parfois exactement la même typologie. Et donc là, les études de réemploi peuvent se faire à grande échelle
via cette massification, ce n'est pas antinomique. Mais la réflexion de diffusion petit à petit un peu partout est tout à fait pertinente, bien sûr. Mais je pense que nous, on l'a rencontré dans des projets assez concrets, des gros projets de, je sais pas, 30 000, 40 000 mètres carrés, qui impliquent évidemment des échelles d'entreprise, des échelles de promoteurs, etc., qui sont en fait aujourd'hui difficilement compatibles avec le format de la PME, qui est un peu le format archétypal pour la petite entreprise qui produit des matériaux. Ils n'ont pas à se mettre le pot de terre et le pot de fer, quoi, l'un à côté de l'autre. Enfin, les conditions d'achat, par exemple, d'un entrepreneur qui travaille à 30 000 mètres carrés demande quasiment un service juridique à part entière pour pouvoir négocier je dirais à part égale. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même encore un peu ce décalage. Alors, il y a des stratégies super intéressantes et Bellastock, ils font ça souvent, de dire en fait, sur les, je sais pas, les 3000 unités de logement, considérons que c'est 10 fois 300. Et peut-être que dans une, on va mettre du carrelage bleu, dans une, on va mettre du carrelage jaune, et dans la troisième, on va mettre du carrelage rouge. Et ça, c'est des stratégies pour, quelque part, refaire une granulométrie un petit peu plus fine. Et donc là, il y a effectivement des promesses, disons, de scale-up, mais qui demandent un peu de créativité, je pense. Et ça, c'est intéressant aussi, évidemment. C'est un secteur qui est face aux difficultés de sa propre croissance aussi. À un moment donné, les questions vont se poser. Sans doute. Voilà, je ne sais pas qui souhaite réagir par rapport à ce débat sur la massification et sur les demandes aussi. À un moment donné, si vous faites face à des demandes très importantes, est-ce que vous êtes en mesure d'y répondre? Oui, peut-être je pourrais encore ajouter quelque chose. En Allemagne, on travaille avec le secteur public et on travaille aussi avec des grands développeurs. Avec Concula, on met le focus sur des grands projets. On commence à 3000 mètres carrés de surface et nous avons aussi des projets qui vont jusqu'à 60 000 mètres carrés de surface avec une démolition. Donc nous avons de grandes quantités de matériaux standardisés qu'on peut intégrer dans les projets de la même envergure. Et je pense que ça serait une approche intéressante. Et le secteur public est très ouvert à notre offre. Au moins en partie dans quelques lenders. Ça pourrait marcher, mais nous avons donc deux branches. Restado se concentre sur des petites quantités de matériaux et Concula sur les grandes quantités de matériaux. Mais on a plus de marge de manœuvre dans les grands projets. On peut apprendre plus, on a un budget plus important et ces expertises, ces connaissances peuvent être profitables aux petits projets. Et l'outil que nous avons développé a profité des projets de grande envergure et maintenant on essaye de l'appliquer aussi dans les projets de plus petite envergure. Donc c'est relativement difficile de harmoniser l'offre et la demande tout à fait en temps réel. On essaye de le faire en Allemagne et ça marche de plus en plus. Pas pour tout type de matériaux, mais c'est déjà un bon début. Et si nous arrivons à atteindre un taux de réussite de 10%, c'est déjà pas mal. De quantité et d'échelle à laquelle on fait les choses. On a parlé de ce tissu de PME et de TPE qui est déjà actif sur la question et qui permet de faire des choses très intéressantes, qui a encore des capacités qui sont nécessairement limitées, notamment en termes de surface de stockage, etc. Et nous, en fait, ce qu'on est amené à faire chez Bellastock de plus en plus, c'est des demandes en fait, qui nous viennent des pouvoirs publics et on va dire des donneurs d'ordre publics locaux, comme les aménageurs par exemple. C'est en fait essayer de préfigurer et de concevoir des plateformes physiques territoriales qui sont mises en place à des échelons communal, intercommunal, voire régional, et qui vont permettre en fait à la puissance publique, qui a la maîtrise du foncier, en ce qui concerne les aménageurs, de dédier un espace, des lieux, et d'agréger des compétences d'entreprise, souvent sous forme de groupement, pour en fait gérer des flux de matière à des échelles qui sont plus métropolitaines et qui nécessitent en fait, déjà d'analyser en fait les flux qui sont attendus en fait sur des périodes qui vont de 10 à 20 ans et aussi les demandes qu'on peut présager. Alors ça, c'est des projets qui sont en train de se mettre en place, c'est encore quelque chose de très prospectif. Néanmoins, on a quand même des exemples qui existent depuis Napoléon Bonaparte
À Paris, on a dans le département du 77 une plateforme qui s'appelle la plateforme de Bonneuil-sur-Marne et qui en fait gère tous les inertes qui sont issus des travaux de voirie de la ville de Paris. Donc vous avez des sortes de pyramides de pavés, de bordures en granit qui s'entassent sur un terrain gigantesque et qui en fait nous prouvent qu'il y a des municipalités, là en l'occurrence, qui ont depuis très longtemps déjà en fait mis en place des processus d'économie circulaire qui sont peu connus mais qui sont redoutablement efficaces. Alors c'est ces questions plus à l'échelle urbaine, à l'échelle métropolitaine ou à l'échelle des communes, elles sont particulièrement intéressantes pour des territoires qui à la fois s'apprêtent à faire face à des mutations très importantes de leur environnement bâti et à la fois qui ont besoin de créer des emplois locaux. C'est le cas par exemple du département de la Seine-Saint-Denis, qui a à peu près 50% de toute son emprise bâtie qui va muter dans les 20 prochaines années, un taux de chômage qui est à 50%. Donc le réemploi, il est vraiment hyper intéressant dans ce cas de figure parce qu'il permet à la fois de limiter l'approvisionnement en matières premières, mais aussi de créer des emplois locaux qui sont non délocalisables pour traiter cette matière, la réparer, la trier, la nettoyer, la reconditionner et parfois même juste la remettre en œuvre carrément dans les nouveaux bâtiments, quoi. Voilà, on arrive tout doucement. J'ai une question, oui, rapidement, parce qu'on a... Oui, je vais vous demander d'être bref là-dessus, sur cette force. Je ne sais pas qui peut répondre rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de nos échanges. Donc, oui, la question par rapport aux formations à mettre en place, excusez-nous, aux formations à mettre en place dans le secteur pour aider les gens à être plus efficaces et à pouvoir mettre en œuvre ces processus. Je sais qu'en tout cas pour Bruxelles, le CDR Construction et puis Bruxelles Formation aussi, qui sont deux organismes de formation, commencent à très sérieusement intégrer ces aspects-là dans des formations des métiers de la construction. Donc ça bouge, ça c'est peut-être une manière très concrète de répondre à votre question. Ok, oui, juste en ce qui concerne la France, parce qu'il y a beaucoup de représentants de l'ADEME qui sont ici, et pour peut-être mettre en avant l'initiative qui est menée depuis plusieurs années maintenant, vous avez en France ce qu'on appelle des éco-organismes, qui travaillent à l'échelle régionale en fait, pour faire la passerelle entre les connaissances et les innovations qui sont créées et les acteurs économiques locaux. Et ces éco-organismes, ils sont en train de mettre en place, il y en a déjà beaucoup qui existent, des formations spécifiquement dédiées à cette question du réemploi et qui s'adressent aux maîtres d'ouvrage publics, privés, aux promoteurs, aux constructeurs, aux architectes. Donc ça bouge. Mais effectivement, c'est un besoin qui est prégnant, quoi. Voilà, je vous remercie. J'étais distrait, je regardais un petit peu les messages qui défilent. Je vois que voilà, il y a pas mal de participants qui ont liké cet échange. Il y a des applaudissements. Alors, on va faire un rapide sondage. Qui est convaincu, finalement? Est-ce que nos trois intervenants vous ont convaincu d'aller dans vos pratiques vers le réemploi? Levez la main. Voilà, je crois qu'on a une belle majorité, pour ne pas dire une belle unanimité. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous. Alors, vous qui nous suivez à distance, une petite communication importante, puisque les 22 membres, et pour ceux qui sont dans la salle aussi d'ailleurs, les 22 membres du réseau Bâtiment Durable ont réalisé un document commun regroupant un panel d'actions menées en faveur de l'économie circulaire. Celui-ci est disponible donc sur le stand virtuel du réseau Bâtiment Durable, ainsi que via le lien disponible sur le chat. Voilà, on va faire une petite pause. Ici, déjeuner chez vous, déjeuner en paix, aurait dit l'autre. Merci en tous les cas à tous les trois et bien bonne continuation dans ce travail et merci pour ce beau partage d'expérience.